Bonjour à tous, en ce dimanche, et bienvenue dans un débrief. Pour une fois, on va pas parler de choses tristes. Je vais vous faire une petite étude de ce reportage qui est disponible chez Army Stories. Vous avez le lien en bas et qui vient retracer bien la formation des pilotes de chasse de l'aéronaval. Il a été tourné en 2009 et en 2009, j'étais aux États-Unis sur cette base Meridian, Mississippi. Et je participais à quoi? Je participais à la formation de pilotes de chasse embarqués. Donc l'objectif aujourd'hui c'est quoi? C'est de vous parler un petit peu, de vous donner un petit peu de behind the scene sur cette période aux États-Unis et sur on va dire la partie cachée de ce reportage. Allez, c'est parti. Voilà dans le Mississippi. C'est pas un endroit très forcément connu des États-Unis. Vous êtes au milieu de rien, au milieu du Mississippi. Donc vous êtes là où il fait très beau, il y a beaucoup de végétation, c'est très agréable et il y a des panneaux routiers comme ça. Attention, il y a beaucoup de bruit. Donc c'est assez sympa. On vole sur T-45C, le T-45 qui est l'avion que vous apercevez là. C'est un dérivé du Hawk britannique qui est repris par Boeing, qui a changé des choses, comme par exemple la position des aérofreins, qui a renforcé le train d'atterrissage, qui a revu la motorisation et qui a bien sûr mis une crosse pour permettre au Hawk, utilisé notamment par les Red Arrows, la patrouille anglaise, d'apponter sur un porte-avions et surtout d'être catapulté grâce au train avant. Donc forcément le train a été renforcé, la motorisation a été revue et là vous voyez quoi? Vous voyez la route. Moi j'habitais pas très loin, j'habitais un peu plus par là-bas dans des appartements. Donc la route qui mène à la Naval Air Station. Naval Air Station qui veut dire base d'aéronautique navale. Et c'est l'highway, la deux fois deux voies, qu'on emprunte quand on habite loin de la base. Certaines personnes préfèrent habiter sur base, tout est possible. Les panneaux verts, pour ceux qui connaissent les US, vous n'êtes pas perdus. Et ici, on voit une vue de la base. Donc la base est très étendue, il y a deux pistes. Vous avez pas mal de choses, là c'est de la génération électrique, mais vous avez un bowling, vous avez piscine, salle de sport, du BOQ, Bachelor Officer Quarter, donc c'est là où logent les célibataires. Vous avez des maisons, si vous êtes marié avec des enfants, vous pouvez demander un logement sur base. Il y a même un centre équestre, il y avait à l'époque. Et donc là, on a une petite vue aérienne. Et ça, c'est la partie 3 pistes, vous voyez, la partie opérationnelle. Donc je vous dis 2 pistes, mais en fait, effectivement, c'est vrai que c'est 3 pistes. La partie opérationnelle qui vient au bout, en fait, vous voyez, il y a cette grande rue-là. Eh bien, il y a toute une partie vie administrative. Et là, vous avez la partie ops avec les endroits où on range les avions, avec les hangars et le VT7 et le VT9, le VT7 et le VT9 qui sont les escadrons d'entraînement. Vous avez des locaux avec les simulateurs, pas mal de choses, la tour de contrôle qui est là, et vous avez donc ces grandes pistes sur lesquelles on vient opérer. Donc la vue est assez sympa. Et les différents avions, donc là celui-là il y a une peinture un petit peu custom. Certains instructeurs ont leur nom sur les avions, et c'est un avion en tandem, l'un derrière l'autre, avec la place arrière qui est un peu plus haute pour des raisons de visibilité par rapport à la place avant. C'est un petit avion, hein, c'est une vraie petite mobilette. On fait partie du training wing, en fait, chaque escadron fait partie d'une wing, d'une aile comme ils disent, et c'est la numéro 1. Readiness for victory at sea, donc il faut être prêt pour la victoire à la mer, il faut se préparer pour ça, donc c'est une wing d'entraînement, tout simplement. Ça, ce sont les ailes d'aviateurs américains qui nous sont remises en fin de formation. La tour de contrôle, ça c'est les avions qui sont probablement en remise des gaz. Et là vous voyez donc le personnel avec toujours du café, hein, très important. Ils sont plutôt dans l'americano, donc c'est des cafés qui sont pas très puissants, très dilués. Et ça c'est l'endroit où on vient vérifier un petit peu que les avions vont bien et c'est une zone où on vient trier un peu les patrouilles. Donc ça roule. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un pilote français, hein, on reconnaît la tenue, avec les gants à poste, le casque sur la tête, c'est mieux avec le bruit, vous voyez, il y a des avions autour, un gilet, une Mae West en cas d'éjection et d'arrivée dans l'eau, est-ce qu'on gonfle automatiquement, et un pantalon anti-G. Voilà, donc vous voyez, c'est un avion qui... Hop, là on voit, ça c'est un élève américain. C'est un avion qui est très agréable à piloter et qui est assez facile. Là, c'est une vue, ça c'est les locaux du building, donc on est dans la partie opérationnelle, c'est là où tout le monde Pardon, les locaux des cours au sol et du simulateur, c'est la partie ici où on vient se garer.
Et après, à pied, on va rejoindre le grand hangar qu'on a vu de haut. Et là, vous avez des grandes allées comme ça, et chacun a ses bureaux. Donc vous avez LSO, c'est Landing Signal Officer, les officiers d'appontage. Teams, c'est le système informatique qui vient gérer pas mal de choses, donc c'est le support administratif de ça. Là, c'est le bureau du chef de l'analyse de l'entraînement. Là, c'est STAN, c'est tout ce qui est standardization. Donc la standardisation, IT, vous voyez, chaque bureau a son petit truc. Et vous avez, fonction du drapeau, vous savez quelle unité c'est. Donc là, avec le losange comme ça bleu, c'est la wing, donc c'est au niveau de l'escadre, si on peut dire. Et quand vous avez là, par exemple, des escadrons, c'est l'unité VT7 ou l'unité VT9. Donc tout est bien rangé, c'est assez bien fait. Alors là, vous avez les chefs français de l'époque, donc qui sont avec la cocarde marine, les galons américains, et vous avez donc là toute l'équipe française qui est là. Je connais celui-là, c'est mon camarade de promotion, lui aussi. Hop là. Et donc tout le monde se réunit pour pour un petit briefing entre Français. Donc on a un chef de la section marine française, on a un deuxième instructeur, donc dans ce cas-là qui est ici, qui est également présent, et après vous avez les élèves avec différentes promotions. Donc généralement vous avez deux instructeurs français là-bas, sur T45, il y a également un instructeur français sur T6, et vous avez les élèves qui se succèdent en différentes promotions. Le casque sur la tête quand on va aux avions, on a effectivement les gants ou pas. Là on a un sac à casque, pardon, un sac à kneeboard, ou sinon on prend la kneeboard avec nous directement dans la main. Et en termes de tenue, on est équipé à l'américaine, donc c'est avec les combinaisons ignifugées américaines, et qui sont soit vertes, soit de cette couleur-là. Je crois que cette couleur-là, en tout cas à mon époque, c'était que pour les instructeurs, parce que moi j'en ai jamais eu. Hop là, ça part aux avions. Et bien sûr, hein, la petite cocarde marine française. Et généralement sur l'autre épaule, ça va être le drapeau français. Allez, c'est parti, là ça roule. Petit moteur, hein, on a l'impression qu'on fait un jet surpuissant quand on arrive sur T45 initialement. Mais c'est voilà, c'est un petit avion de chasse. Donc là, on a différentes interviews avec différents pilotes. Les âges ne sont pas toujours bons. Par exemple, je sais que quand je suis interviewé, ils ont mis 25 ans, j'avais 22 ou 23 à l'époque. Et donc là, on voit le simulateur avec la petite zone où on vient préparer avant de passer les vols. Donc ça, c'est le patch d'escadron, donc du VT7. Les Américains ont des patchs différents. Ça, ce sont des cartes d'approche. Donc là, il va devoir faire des vols aux instruments. Il y a donc une briefing room, une zone où il est briefé avec un PowerPoint avec différents slides, et il est briefé par un ancien pilote de chasse, lui de mémoire il s'appelait Carrier, il portait bien son nom de famille c'était Carrier, porte-avions, c'est pas une blague, ancien de Top Gun, on voit le patch, qui avait fait je crois la guerre du Vietnam, et qui va le briefer, et ce sont des civils, contracteurs, qui sont une sorte de consultants, qui viennent aider l'armée américaine à former des pilotes. Donc ils ne sont pas utilisés pour des postes vraiment clés, c'est pas méchant ce que je dis, mais que ça permet à la Navy de vraiment garder la main sur la partie vraiment Ops. Ils viennent aider pour certaines missions, donc en fait là l'idée c'est au simulateur de préparer les élèves à être meilleurs dans l'avion, de manière à ce que derrière, quand on fait des heures de vol qui coûtent plus cher aux contribuables américains, et en utilisant des ressources humaines de pilotes d'active, eh bien là, les élèves sont plus au niveau, ils sont déjà mécanisés, ils maîtrisent mieux. Donc c'est une sorte de dégrossissage qui est extrêmement important, et le simulateur est vraiment 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 important. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit peu les écrans qui ressemblent un peu à ce qu'on a sur ce qu'ils ont sur F-18. On a une fréquence ici, 123.00, c'est de la fréquence UHF. Dans l'aviation civile, généralement, c'est de la VHF. Dans l'aviation militaire, on va utiliser de la UHF. On a la carte d'approche qui est ici, avec le terrain, et là, il a toutes les fréquences, tout ce qui va bien. Et on voit également que le pilote n'a pas mis ses gants, parce qu'on est au simulateur, ne s'habille pas forcément comme dans la vraie vie à chaque fois qu'on fait du simulateur. Allez, c'est parti. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle un simulateur boule, c'est autour de vous, et vous voyez qu'il a un casque, non pas un casque de pilote de chasse classique, mais juste des petites oreillettes. Alors ça vole.
Donc là on voit que Carrier c'est un ancien du Tomcat, et donc il a pas mal d'écrans de contrôle, il peut faire des pannes, des choses comme ça. Et donc là le but du jeu ça va être de mettre l'élève dans des situations compliquées et de le faire réagir. Donc ça c'est expliqué un petit peu euh, pendant, pendant, le, pendant le reportage. Vous voyez on a une recopie des différents instruments et ça permet de mécaniser le pilote, ça permet de travailler les procédures, de se mettre dans des cas particuliers, de gérer des pannes. Et au final quand on fait du simulateur, ça nous permet d'aller dans des cas qu'on ne peut pas forcément recréer dans la vraie vie. Donc c'est vraiment très très enrichissant. On considère des vols en simulation comme du vrai vol, hein, on n'a pas le droit de prendre ça à la légère, il faut faire très très attention, et on a tendance à être vraiment immergé. Et l'autre raison, hein, c'est que vous êtes élève, vous êtes noté, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous pouvez finir avec des notes bien en dessous de la moyenne, ou même ne jamais monter dans l'avion si vos performances au simulateur ne sont pas bonnes. Vous voyez, en termes de rendu, on n'est pas dans du Flight Simulator 2020, hein, on était en 2009, mais on a un rendu suffisant pour passer justement à une transition du vol aux instruments au vol à vue. Là vous voyez on voit des pistes devant nous là, donc différentes pistes, et donc là ça ressemble à une approche un petit peu sur une piste, donc là il essaie de passer à vue je pense, et de faire son approche. Ça n'a pas l'air facile. Hop là on s'aligne, mais comme dirait l'autre, c'est bien mais pas top. Voilà, donc la formation de pilote c'est pas toujours facile. On a plus de difficultés que de facilité généralement. Et le but du jeu, c'est d'amener les gens avec une courbe d'apprentissage. Et cette courbe d'apprentissage, pour pouvoir suivre le cursus de pilote de chasse, doit être extrêmement rapide. C'est ce qu'on nous demande. Généralement, il faut réussir à regarder les livres, à arriver au cours en ayant déjà bien assimilé les bouquins, à finir de poser les questions le jour du cours, après derrière à arriver au simulateur, à réussir très rapidement à appliquer les bonnes méthodes, et après dans l'avion, au pire du pire, on nous fait une démonstration, et derrière il faut savoir reproduire. Donc, vraiment ce qui fait un pilote de chasse, un pilote militaire, cette capacité d'apprentissage qui doit être très très rapide, parce qu'il y a énormément emmagasiné. Donc là, ces petites images de l'époque, donc voilà, oui, je me suis rasé, comme à l'époque, j'avais plus de cheveux. Vous avez peut-être vu juste avant, il y avait le barbershop. Il y a effectivement un coiffeur à l'intérieur même de l'unité. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ça, lui, je l'aimais bien, c'est un Marines de ma promo. Là, qu'est-ce qu'on fait? On vient vérifier les papiers de l'avion, tout simplement. Donc, on a les contracteurs civils là, qui nous entretiennent les avions, qui les préparent. Et donc là, on vient regarder les différents papiers, voir s'il y a des limitations sur certains matériels ou autres. Et après, on va signer la prise en compte de l'aéronef. Donc c'est important de regarder tout ça pour bien se familiariser avec l'avion. Et ça c'est la zone où on a les effets de vol de tout le monde. Donc les effets de vol c'est quoi? C'est pantalon anti-G, c'est le gilet de combat, c'est le casque. Et tout ça est entretenu par du staff privé contracteur. Et ça marche très très bien. Donc là j'ai le casque, j'ai déjà parlé du casque dans une vidéo. Et là qu'est-ce qu'on a? On a donc une radio de secours, on a une lampe, on a un peu de matériel de survie, on a la Mae West, on a donc le casque, et là ce que j'ai mis dans les oreilles, c'est ce qu'on appelle les CEP. C'est plutôt que d'avoir juste des bouchons d'oreille pour se protéger du bruit, ce sont des bouchons d'oreille qui nous amènent le son directement au fond de l'oreille. Ça me permet de mettre le casque par-dessus et de mieux entendre la radio, ce qui est très efficace, et de mettre le volume moins fort, mais d'avoir un volume plus qualitatif dans les oreilles. Donc c'est très bien. On n'a pas d'active noise reduction, en tout cas dans les avions que j'ai fait, il n'y a pas de système ANR, c'est vraiment un petit peu à l'ancienne pour ça. Mon instructeur là est un ancien du F-18, vous voyez au niveau de ses épaulettes, il est capitaine, donc c'est lieutenant de vaisseau dans la marine. Hop là. Donc là on va à l'avion, voilà, j'ai pas mis mes gants, après ça dépend aussi de la température, mais l'idée c'est quoi? C'est de faire le tour de l'avion, de vérifier que tout va bien, qu'il n'y a aucun souci. Oui, on est déjà équipé quand on fait le tour avion, et avoir le casque sur la tête c'est une bonne chose. Le pilote, instructeur va généralement faire le tour dans un sens, et l'élève va faire le tour dans l'autre sens. Ce mécanicien, je m'en rappelle encore, il a un style bien à lui au niveau des gestes, donc il nous fait différents gestes pour nous dire de sortir les aérofreins, sortir les volets, sortir la crosse, faire différents tests. Et lui, regardez, sa manière de bouger était assez exceptionnelle. Voilà, ça faisait un petit peu spectacle. Ça, c'est la crosse. Et donc, on a différentes choses à tester. Là, vous avez vu, j'avais les aérofreins, donc je rentre les aérofreins, et là, je rentre la crosse. Voilà, donc on a la verrière ouverte à ce moment-là. Hein. Mais par contre, pour le roulage, généralement, on vient fermer la verrière.
Et là, donc, il me dit de m'arrêter, on teste les freins, et il m'envoie vers une zone où je vais être vérifié encore par d'autres personnels. C'est parti, ça roule. Et ça, c'est la vue du HUD, du head-up display. Ça, c'est une vue un peu de place arrière. Et donc, l'idée, là, ça va être un petit vol à plusieurs. Donc, le head-up display, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la vitesse, minimum affichée, 50 nœuds, même si on est à l'arrêt. On a l'incidence. Là, vous voyez la petite cocarde marine. 300 pieds, c'est l'altitude du terrain par rapport à la mer. En dessous, vous avez la hauteur radiosonde, 10 pieds. Pourquoi 3 mètres? Parce que la radiosonde n'est pas collée au sol. Ça, c'est un décollage section. On vient gentiment tirer sur le nez. Après, on va rentrer le train et puis changer de fréquence radio. Hop là, donc on rentre le train sur ordre. Donc là, on voit que les images ne sont pas tout à fait raccord, c'est pas la même chose. Là, on voit que le leader est devant. Là, le leader est l'avion de tête. Donc c'est entre les images du HUD et les images que l'on voit, c'est pas le même vol en fait. Mais l'idée est là, on part en vol, on fait donc du vol en formation, on va essayer de tenir notre position. Donc c'est d'abord le bon étagement, après le bon retrait, après le bon écartement. Et donc là c'est la première fois dans le cursus américain où on fait de la barrique. Donc on vient, vous voyez, se retrouver sur le dos et faire une figure de voltige en patrouille. Et la difficulté du réacteur, c'est une certaine inertie. Donc il faut faire attention à ça. Et être bien souple au niveau des commandes. Donc vous voyez, on a fait une barrique. En France, généralement, sur le tronc commun, sur les premiers vols, même à avion à hélice, on va faire de la barrique. Aux États-Unis, les premières barriques se font sur T-45. Donc c'est un apprentissage de la patrouille qui est un peu plus lent, on va dire. Donc après, il y a plein de choses à apprendre, par exemple passer d'une aile à l'autre. C'est ce qu'on appelle un changement d'aile. Vous étiez à gauche, vous passez à droite. Là, il fait beau, mais imaginez de nuit ou imaginez dans les nuages. Donc on vient vraiment tout apprendre, faire vraiment nos bases, nos classes, rassemblement, voilà, changement de poste, barrique, voltige, toutes ces choses-là, et on va passer au travers de toute cette formation, donc avec du vol basse altitude, avec du combat 1 contre 1, 2 contre 1, entraînement à l'appontage, entraînement au bombardement, on va tirer des petites bombes bleues. Et c'est à peu près une formation qui dure 1 an sur T45. Je reviendrai en détail dans une vidéo, je pense. Mais là, je voulais vous commenter un petit peu ces images parce que c'est sympa, parce que ça fait maintenant 11 ans, donc ça commence. Et là, c'est le break. Donc à la fin du vol, on vient au break et dans certains cas, on a des officiers d'appontage, LSO aux États-Unis, Landing Signal Officer, qui nous attendent dans la petite boîte et qui nous entraînent, qui nous guident avec leur voix de manière à ce qu'on prenne l'habitude de faire nos circuits d'appontage comme on va devoir les faire le jour où on ira tout seul sur le porte-avions. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des images, là c'est des images en vol, vous voyez je suis à 250 nœuds et je suis en train de débriefer. Donc on a un petit lecteur cassette, vous voyez les petites maquettes, ça vous parle je pense comme une maquette Rafale. L'hydratation c'est important, il fait très chaud dans le Mississippi. Et on peut s'arrêter un petit peu à regarder le tableau de briefing. Donc ça c'est un petit tableau de briefing, c'est assez simple hein, quand on compare au tableau de briefing en unité de combat, ça n'a rien à voir. Mais là on voit la mission du jour, BRF c'est le brief, l'heure du walk c'est l'heure à laquelle on va à l'avion, l'heure du décollage, ensuite le type de clearance attendu pour le départ, on va dire oui j'ai vérifié les NOTAM, oui j'ai vérifié la météo, le joker c'est l'existant pétrole auquel on va peut-être faire la dernière figure. Donc là c'est 1.4. Le bingo 1.1, au bingo on va rentrer. Les communications, eh bien sur quelle fréquence est-ce qu'on a aujourd'hui. Les points de navigation. Donc là de point 1 à 8, ça, on va dessiner dans le système la zone 1, Area 1. Le point 9, ça sera le seuil de piste de la piste 19 gauche. Le point 10, ça sera un terrain de dégagement. Et tout ça on vient le marquer sur le tableau, comme ça après on peut briefer dans ce box. Et après derrière quand on revient, on peut débriefer forcément. Le but du jeu, comme je vous disais, c'est de s'améliorer rapidement. Donc là, je vais me refaire le vol, je vais réécouter. Et vous voyez qu'on s'entraîne à 13 000 pieds, à peu près pour ces vols de patrouille, à 250 nœuds. En avion de combat, on serait plutôt dans les 350 nœuds quand on fait ce genre de mission, 350-400 nœuds. Là, forcément, on a un avion qui est plus petit, qui pousse moins, donc on est à des vitesses moindres. Donc voilà. Après, là, ces images-là, on m'avait demandé de faire des images pour aller avec les propos, donc c'est pour ça que vous me voyez montrer l'écran, mais, mais voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est une tentative de FCLP ou d'ASSP, comme on dit en français, appontage simulé sur piste. La piste est là,
c'est la piste 01, hein, on est au cap 010. J'ai 117 nœuds, là on est à 140 pieds du sol, j'ai à peu près 14-15 degrés d'incidence. Et vous voyez, ici on n'a pas un porte-avions, ici on a le miroir d'appontage dont je vous parle dans d'autres vidéos, le vecteur vitesse, et le but du jeu c'est de venir bien piloter l'avion vis-à-vis de la boule. Donc là je suis bien, et là j'ai tendance à passer trop haut, donc dans la vraie vie j'aurais fait ce qu'on appelle un bolter, j'aurais tapé après les brins d'arrêt et ça n'aurait pas été bon. Non, on ne vient pas prendre les brins d'arrêt quand on s'entraîne à se poser à terre, et non, le brin qui est ici n'est pas un brin d'arrêt d'entraînement à l'appontage, c'est un brin d'arrêt de sécurité. En cas de panne, vous venez prendre ce brin, comme dans la vidéo de F16 dont je vous ai parlé où il y a eu l'accident. Et si vous arrivez dans l'autre sens et que vous n'arrivez pas à freiner, plutôt que vous éjecter, vous venez prendre ce brin-là et ça vous arrête avant le bout de piste. Ce qu'on peut voir là sur l'avion, contrairement par exemple au Rafale, c'est que vous avez des volets. Donc c'est des dispositifs d'hypersustentation qui nous permettent de réduire la vitesse d'approche et d'avoir un avion qui est assez facile à poser en fait. Sur cette vue-là, on voit bien le brin de bout de piste, les brins d'entrée de piste, la petite cahute où il y a les officiers d'appontage, le marquage au sol pour les appontages simulés sur piste, et là ça tourne, ça tourne. Et là vous avez des poteaux, des panneaux pour vous dire combien vous avez de milliers de pieds restants jusqu'au bout de piste. Pensez à l'accident du Mirage 2000N par exemple, ça vous aide. Là on n'est pas du tout sur une pente d'ASSP, on est sur une pente de panne moteur. Donc là c'est plus un entraînement de panne moteur, on arrive très fort pour après venir arrondir et se poser. Donc là on n'est pas du tout dans une trajectoire normale. On voit la piste qui est là et la zone opérationnelle est ici. Donc là on a de l'énergie, on commence à relever le nez. Voilà. Donc là les deux images ne sont pas de la même chose en fait. Hop là. Ça c'est le fameux miroir avec les références vertes. Et voilà, ça rappelle des souvenirs, c'est sympa. Ça n'a pas vraiment évolué depuis, hein, des informations que j'en ai, c'est plutôt la même chose. L'objectif c'est quoi? Donc là vous voyez les lumières rouges qui s'affichaient, c'était les feux de wave off qui veut dire remise des gaz. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de préparer les pilotes à pouvoir aller apponter pour la première fois. Et donc c'est des centaines et des centaines de passes comme ça pour... là elle était pas trop mal. Pour pouvoir emmagasiner l'expérience et les automatismes nécessaires à aller tout seul sur le porte-avions la première fois. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous on est en retour de mission, on dirait pas mais en fait il fait chaud. Là vous avez le groin, hein, donc qui est le masque, on vient retirer du casque, et puis une fois qu'on a fait la mission, vous allez voir, on sue un petit peu quand même, hein, surtout sur des vols comme ça où c'est assez physique, une grosse charge de travail. Vous voyez, on a les marques des petits coussinets du masque, du casque, donc ce qui est mauvais pour le cuir chevelu. PH, Pierre-Henri, forcément, avec le petit T45. Voilà, et de retour à la 50S. J'espère que ça vous a plu, c'était pour vous commenter un petit peu ce petit passage-là, changer un peu du format classique. Cette semaine, j'ai publié une petite vidéo sur Top Gun 1, le trailer pour la sortie du coffret 4K. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil parce que si vous repostez sur les réseaux sociaux avec le bon hashtag, eh bien j'ai plusieurs Blu-ray à vous offrir et vous envoyer. J'ai 5 personnes à tirer au sort dans quelques jours, donc n'hésitez pas. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent dimanche et fly safe.